Et oui, parce que le coronavirus met l'économie mondiale en danger, avertit l'OCDE, c'est la une du Financial Times. Du jour, c'est la une également des Échos, la tech mondiale piégée par le coronavirus, avec une courbe, je dois dire, assez vertigineuse. L'indice des directeurs d'achat, une chute sans précédent. On voit une sorte de saut en parachute, statistique. Sébastien Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Je regardais cette courbe, elle présente donc l'indice chinois du secteur manufacturier, lequel est passé de 52 en 2018. Donc c'est une courbe qui varie, elle varie un peu, mais elle varie entre 52 et 48. Et puis là, eh bien, c'est un plongeon. On est passé à 40. Est-ce que vous vous souvenez de pareils épisodes? Non, je ne crois pas qu'il y ait eu d'épisode de chute aussi violente et aussi profonde. Et d'ailleurs, cette chute est même plus grave et plus soudaine que celle qu'on a observée au moment de la crise financière. Ça ne veut pas dire qu'elle sera plus longue, hein, mais dans sa soudaineté et dans son ampleur, elle est plus spectaculaire. Ce qu'au fond, on comprend bien quand on voit la situation de blocage qui a prévalu en Chine, non pas à cause finalement de l'épidémie elle-même, mais à cause des mesures d'endiguement qui ont été prises par les autorités, c'est-à-dire couper, bloquer les transports dans beaucoup de cas, confiner une partie de la population, pas dans toutes les régions, mais dans une grande partie d'entre elles. Donc finalement, on a des gens qui restent chez eux, qui limitent leur consommation aux biens de première nécessité, qui ne peuvent pas se déplacer, des producteurs qui n'ont pas de salariés, enfin qui ont peu de salariés qui arrivent jusque sur leur lieu de travail, qui n'ont plus d'approvisionnement en matières premières, et quand ils peuvent produire, ils ne peuvent plus expédier leur production. Donc tout ça, évidemment, crée un état de guerre d'une certaine façon. C'est d'ailleurs comme ça que le gouvernement chinois a beaucoup communiqué en étant en guerre contre le virus. Et alors, la croissance mondiale, elle devait être de 2,9 à 2,4%. Et aujourd'hui, on s'attend à des chiffres bien inférieurs, Sébastien Jean. Alors, les prévisions ont très vite évolué. Dans les premiers jours, on disait, bon, ça va Hmm. peut-être enlever un dixième de Voilà, point. Bon, finalement, c'est pas marginal. énorme. Et l'OCDE, oui, dans ses prévisions d'hier, a fait deux scénarios en disant, voilà, par rapport à notre prévision précédente de 3%, scénario, disons, modéré, on enlève un demi-point, ce qui est déjà très, très important hein, à l'échelle mondiale. Mais scénario de crise un peu durable et grave, on divise ce niveau de croissance par deux, ce qui signifie en fait une récession pour beaucoup de pays dans le monde. Donc effectivement, on est dans des scénarios avec une grande incertitude encore sur l'extension, sur la durée de cette pandémie, mais avec des scénarios qui, dans tous les cas, incorporent un impact très marqué de cette épidémie sur l'économie Et mondiale. là aussi, est-ce qu'on se retrouve dans une situation comparable à celle de la grande crise de 2008? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est différent, Sébastien Jean? Alors, c'est très différent, mais c'est aussi une matérialisation du risque qui dépasse ce qui avait été anticipé, qui fait réviser aussi les modèles, je crois, à différents égards qui sont intéressants. Vous faites le parallèle avec la crise financière de 2008, je crois qu'il est intéressant de le développer un peu. C'est-à-dire que dans la crise des subprimes, on avait des prêteurs qui avaient cru diversifier leurs risques parce qu'ils avaient fait beaucoup de prêts à beaucoup d'individus différents. Mhm, Et ils disaient, bon, ben, comme le risque est réparti sur tous les mhm. individus. Et ce qui s'est révélé au moment de la crise, c'est qu'en fait, tous ces individus étaient tous soumis au même risque en second ressort ou en dernier ressort, si on veut, qui était le marché de l'immobilier. Ici, on a des entreprises qui sont toutes dans la gestion du risque, parce que c'est au cœur des stratégies des entreprises grandes et petites, et qui réfléchissent à cette gestion du risque beaucoup en termes de risque de tel ou tel fournisseur et en essayant de se diversifier, etc. Et ce qui se matérialise avec cette épidémie, c'est que finalement, on a un événement qui touche un ensemble de producteurs en même temps. Tous ceux qui sont localisés en Chine, et dans beaucoup d'industries, ça fait beaucoup. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'industrie chinoise qui est touchée, il y a aussi différents secteurs. Alors, le tourisme, c'est particulièrement évident et les répercussions sont catastrophiques parce que, en fonction des pays, on est entre 10 et 13% du PIB sur le tourisme. On imagine les conséquences que cela pourrait avoir, Sébastien Jean. Oui, alors les chiffres que vous mentionnez, c'est vraiment pour les chiffres riverains de voisins de la Chine, donc type Thaïlande, Singapour, où il y a un poids du tourisme chinois dans le PIB qui effectivement dépasse l'entendement d'une certaine façon. En France, on n'est pas du tout à ces niveaux-là. On estime que les dépenses des touristes chinois annuellement sont de l'ordre de 4 milliards d'euros, ce qui fait 0,2% environ du PIB. C'est pas négligeable, hein. Et c'est surtout d'autant que c'est un impact très concentré, c'est-à-dire ils vont
ont surtout des pensées en région parisienne, en fait. Mais l'ampleur de ces impacts, elle est à la mesure du rôle, de l'importance qu'a pris la Chine aujourd'hui dans l'économie mondiale. Et aussi bien en tant que consommateur, on le voit avec ses touristes, on le verrait aussi avec les ventes du secteur du luxe, qu'en tant que producteur. Mais même lorsque l'on sort de Chine, il y avait hier, donc dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, un article sur le tourisme à Venise. Celui-ci s'est réduit de manière drastique. On parle de baisse d'activité pour les compagnies aériennes de 3 à 5%. Et donc tout ceci va avoir des conséquences, Sébastien Jean. Oui, ça va avoir des conséquences indubitablement. Les secteurs qu'on cite là, ce sont ceux qui sont le plus associés à la mobilité, donc évidemment ceux qui sont le plus directement impactés par une crise comme celle-là. Ensuite, les conséquences seront importantes et profondes. Il est trop tôt pour dire exactement quelles seront ces conséquences parce qu'il y a trop d'incertitudes encore sur la diffusion de et la contagion de cette épidémie géographique et la durée dans le temps. C'est-à-dire que si vraiment cette paralysie très forte de l'activité qu'on a vue en Chine, là, depuis le 20 janvier à peu près, donc ça fait 1 mois et demi à peu près, si ils arrivaient à retourner à la normale, là, dans les semaines qui viennent, ça serait un trou d'air et après, les autorités feraient tout leur possible pour relancer, avec les marges qu'ils ont en tout cas, et on absorberait sans doute, ça serait, disons, on peut espérer un accident sans trop de lendemain. Si en revanche cette crise dure plus, là on peut penser que les stigmates vont être plus profondes, qu'il y a un certain nombre d'entreprises que ça peut mettre en difficulté avec des conséquences plus durables. Et oui, parce que on voit bien qu'il y a là une solidarité. C'est ça en fait qui est le plus étonnant. On voit que les chaînes logistiques, que le fait qu'il y ait des produits vendus en France, assemblés en Chine et transportés un peu partout à la surface de la planète, tout ceci fait prendre conscience en fait de la complexité des chaînes logistiques et du fait qu'un rien, alors là ça n'est pas un rien, mais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent les gripper et faire en sorte que ce système s'effondre, Sébastien Jean. Oui, nous sommes dans un monde où un certain nombre de productions sont d'une complexité très grande. Un groupe comme Renault, par exemple, a plus de 17 000 fournisseurs, d'après son propre décompte. Donc, on imagine la folle complexité de processus comme cela. Je crois que le risque, comme je disais tout à l'heure, est au cœur des stratégies industrielles. Et donc, les entreprises ont conscience de l'existence de ce risque, mais ça ne veut pas dire qu'elles en aient une bonne appréciation. Voilà. Et ici, on a le cas d'une matérialisation de ce risque qui peut changer le regard que l'on porte dessus, parce que ça met en évidence une fragilité qui n'avait pas été identifié en tant que tel. Si on peut faire le parallèle avec un marché très différent, mais que celui des matières premières, du riz en l'occurrence, on voit à quel point il peut y avoir une mémoire d'incidents graves comme ça avec la crise du marché mondial du riz qui a eu lieu en 1973-74. Il y avait de très mauvaises conditions climatiques sur la récolte précédente. Les prix du riz ont flambé au début 1973 et on a eu une fermeture du marché mondial du riz pendant 9 mois entre avril 1973 et janvier 1974. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de possibilité d'acheter du riz sur les marchés internationaux. C'était une situation dramatique. Des pays comme l'Inde ou l'Indonésie qui s'appuyaient fortement sur les importations de riz n'ont plus jamais cru au marché international comme un fournisseur fiable. Alors donc ils ont développé leur production. Ils ont changé leur politique agricole pour donner beaucoup plus de priorité, disons, à leur autosuffisance, en tout cas sur des matières comme ça, d'alimentation humaine. Et oui, parce que là j'ai la liste sous les yeux des produits qui sont fabriqués en Chine. On voit par exemple qu'il y a énormément de médicaments qui sont produits en Asie. On pourrait imaginer que cette crise incite à relocaliser un certain nombre de produits qui sont considérés comme étant des produits stratégiques, les médicaments, les produits pharmaceutiques tels que l'ibuprofène, le paracétamol, la morphine, bref, ça n'est pas rien, Sébastien Jean. Oui, ça n'est pas rien et ça pose effectivement la question de savoir qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui justifie une intervention de l'État. Je note que
au cours de cette crise, il y a eu des pénuries, par exemple, de matériel médical. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Les autorités ont interdit à certains des fournisseurs d'exporter. Et ça expose finalement ce lien de dépendance auquel on peut être soumis si on est, disons, dans une situation où on est vraiment, on s'appuie trop sur les importations, mais sur des produits stratégiques. C'est pas une analyse, je pense qu'il est pertinent d'étendre à tout. D'ailleurs, il est intéressant de constater que quand même cette problématique sur les médicaments et sur les ruptures d'approvisionnement, elle n'est pas en fait nouvelle de cette crise pour les médicaments. Et d'ailleurs, dans le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a un article qui a été introduit pour contraindre les entreprises à faire des stocks sur les médicaments essentiels, faire des stocks de 4 mois. Parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup trop de ruptures d'approvisionnement, c'est-à-dire que finalement, il y avait un manque de correspondance entre le résultat des stratégies individuelles des entreprises et les besoins de santé publique. Et alors justement, est-ce que si l'on voit donc ces produits qui sont aujourd'hui en situation d'être plus difficilement acheminés en France ou dans les pays occidentaux, on voit qu'on a des bourses qui dévissent, puisque ça c'est la conséquence classique. Est-ce que d'ailleurs elles vont continuer à dévisser selon vous, Sébastien Jean? Je suis pas certain du tout. C'est-à-dire que le rôle des bourses, c'est d'essayer d'anticiper. On voit Hein. déjà qu'il y a des rebonds dans certains cas. Et donc, ça dépend si finalement... Là, les marchés font une valorisation qui est liée à une projection de ce que va être la diffusion de cette épidémie. Et donc, s'ils s'aperçoivent à un moment qu'ils se sont trompés à la hausse ou à la baisse, à mon avis, cette évolution va changer. Et je pense que ce qui est clé aujourd'hui, c'est que le gouvernement chinois essaie de remettre la machine en route économiquement, à donner des instructions dans ce sens, en tout cas en dehors de la région du Hubei. Parce qu'il faut comprendre qu'en Chine, en fait, cette épidémie, elle a été essentiellement limitée à cette région. Et c'est Donc, incroyable parce que cette épidémie, dites-vous, elle a été limitée à cette région et pourtant les conséquences sont radicales sur l'ensemble de la Chine. c'est vrai, mais sur 2900 morts en Chine, il y en a 2800 qui sont dans la région de Wuhan, la région du Hubei. Donc, la contagion en dehors de cette région a été quand même très limitée. Et donc, aujourd'hui, ce qu'essaie de faire le gouvernement chinois, c'est de Ça veut dire dire qu'on qu'il est faut... encore, pardonnez-moi, je me suis coupé, on Non, est je vous en encore prie. plus dépendant de la Chine qu'on le pense. Non, parce que... Parce que là, c'est juste une région Oui, qui est touchée. mais ce que je vous disais, c'est que les conséquences économiques, ce ne sont pas celles directement de la maladie, ce sont celles des mesures d'endiguement prises Hmm. pour contrer sa contagion. Et donc, ces mesures, elles ont été étendues à quasiment l'essentiel, à quasiment l'ensemble de la Chine. Donc, en termes de paralysie économique, c'est la Chine qui a été bloquée. Et donc, justement, ce qu'essaie de faire le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, en tout cas, en dehors du Hubei, il faut retourner à une activité proche de la normale le plus vite possible. Et là, on va voir le test. Est-ce que ce retour à l'activité économique quasi normale s'accompagne d'une remontée de la contagion ou bien est-ce que ça n'est pas le cas? Mais alors, est-ce que là aussi, on peut imaginer, je ne sais pas, des circonstances ou en tout cas des conséquences positives à cette crise? Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont bénéficier de l'épidémie de coronavirus? Cela pourrait permettre au moins en partie de contrebalancer les conséquences négatives que vous évoquiez. Il y a peu de... Évidemment, on peut penser à des secteurs dans le domaine du médical, hein, mais je crois que l'impact il va être essentiellement négatif parce qu'après, il y a un impact sur la conjoncture, du coup sur la demande, qui va être fort. Donc, de la même façon, on parlait tout à l'heure de la crise financière. Ça n'a pas été une bonne nouvelle pour grand monde, la crise financière. Donc, malheureusement, je crains que économiquement, cette crise non plus ne le soit pas pour grand monde. Bon, il y a la diminution de la pollution, c'est ce qu'on appelle les externalités en économie. Là, on le voit très clairement pour la Chine. Et il y a une diminution du prix de l'énergie, baisse du pétrole. Oui, donc elle durera ce qu'elle durera dans les deux cas, hein. C'est-à-dire que si effectivement, quand le retour à la normale s'annonce possible, il y a des mesures du gouvernement pour relancer. On peut anticiper que le gouvernement essaiera vraiment à toute force de pousser l'activité pour rattraper le retard. Donc, quitte éventuellement à se mettre un peu en surchauffe. Donc, ces gains-là, je ne crois pas qu'on puisse compter dessus dans la durée. Voilà, donc effectivement, Donc ça ne permettra évidemment pas de contrebalancer les pertes subies. non, non, non. Mais dans ce tableau qu'on est en train de dresser de l'économie mondiale, on voit à quel point nous sommes solidaires et à quel point il y a des impacts négatifs, diminution de la production avec probablement des conséquences à imaginer pour l'économie française. On se dit que
tout ça est conjoncturel. Cette économie, elle ne va pas durer, épidémie, elle ne va pas durer éternellement, Sébastien Jean. Et par conséquent, on n'est pas du tout dans la même situation que celle de la crise de 2008, où là, il y avait à la fois une crise systémique et des problèmes qui révélaient l'organisation même d'un système économique. Oui, on est dans une crise assez différente et probablement dont les impacts devraient être moins durables. Si toutefois, elle ne dégénère pas aussi, si elle n'est pas à l'origine d'une crise financière, parce que Laquelle? donc elle est déstabilisante, elle est fragilisante pour l'économie mondiale et pour beaucoup d'acteurs, hein. Donc, pour l'instant, le problème se pose en Chine. Des enquêtes ont montré, par exemple, que parmi les PME chinoises, il y en a à peu près un tiers qui ont des liquidités seulement pour tenir un mois, pour couvrir leurs charges fixes. Un autre tiers pour 2 mois. Et donc, s'il y a vraiment un gel, une paralysie durable de l'activité pendant 2 mois, il y a 2 tiers des PME qui sont en risque de faillite. Donc évidemment, le pouvoir essaie de faire en sorte d'octroyer des différés de charges sociales, etc. Mais il ne peut s'occuper que des charges que lui est censé recouvrir, pas de celles qui sont du loyer, par exemple, hein. Donc, s'il y a des faillites en chaîne d'entreprises, ça pose la question, ça crée un dommage économique et social important. Ça pose même la question aussi des répercussions sur les banques, les petites banques notamment. Dans le cas de la Chine, on peut espérer on peut penser que l'État a la solidité pour laisser tout ça sous contrôle, mais ça n'est qu'un exemple du type de chaîne de répercussions, disons, qu'on peut avoir avec un choc violent économique. Vous voulez dire que ça pourrait révéler les fragilités Bien de sûr. ce système. Et là, les États, alors je pense à l'État chinois, mais pas uniquement, les États n'auraient pas la possibilité de sauver ces entreprises, parce que bon, l'étalement des charges pour la part que ces entreprises doivent aux États, c'est une chose, mais il y aurait peut-être des prêts, des interventions de banques centrales qui pourraient permettre d'éviter un effet domino. Oui, mais cette crise, elle est assez spécifique dans le sens où elle paralyse un peu et la production et la consommation, hein. La relance standard de la Banque centrale qui réinjecte de la liquidité pour essayer de doper la demande, si les gens sont confinés chez eux, ça ne fonctionne pas immédiatement, hein. Donc c'est un peu particulier comme crise, et les instruments traditionnels de la relance ne sont pas forcément très efficaces dans l'immédiat. Voilà. On va continuer d'évoquer cela avec les répercussions, et notamment les répercussions par rapport à la Chine. Sébastien Jean, vous êtes directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. Vous serez rejoint aux environs de 8h20 par Alice Ekman, qui est spécialiste de la Chine, qui publie Rouge vif, l'idéal communiste chinois aux éditions de l'Observatoire. Et avec elle, on tentera de comprendre à la fois les choix que la Chine a fait dans cette épidémie, et puis quelles sont les conséquences à moyen terme que l'on peut imaginer de cette épidémie de coronavirus. En attendant, il est 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le coronavirus met l'économie mondiale en danger, avertit l'OCDE. C'est par ces mots que l'Organisation de coopération et de développement économique décrit les conséquences de l'épidémie, faisant passer la prévision de croissance mondiale de 2,9 à 2,4% pour 2020 en 20 ans. La Chine est devenue le centre névralgique de la mondialisation, dont dépend très fortement l'économie mondiale, avec des conséquences donc que l'on a observées avec vous. Sébastien Jean, vous êtes directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, et puis nous sommes en liaison Internet avec Alice Ekman. Bonjour. Bonjour. Alice Ekman, vous êtes analyste Chine-Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, et vous avez publié un ouvrage Rouge vif, l'idéal communiste chinois aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi le gouvernement chinois a-t-il pris la décision de cantonner certaines villes? Pourquoi cette réaction très forte à l'épidémie de coronavirus? Quels ont été les déterminants politiques de ces décisions, Alice Ekman? Pour 2 raisons. Tout d'abord, il y a l'ombre du SRAS, de la crise du SRAS qui plane, sur, le comité central, et c'est un souvenir que les dirigeants, chinois ont en tête, et donc tout d'abord, ils voulaient prendre des mesures fortes.
Mais la deuxième raison aussi, elle est structurelle, elle est due au fort rôle de l'État et du parti dans l'économie et puis dans la Mhm. gestion des décisions de politique intérieure, sociale, médicale au quotidien. Et donc, c'est le parti en première ligne qui a pris des décisions face à la crise. Mais pour revenir au premier point par rapport à la comparaison avec le SRAS et par rapport aussi à l'introduction, c'est vrai qu'il y a trois différences majeures entre la crise d'aujourd'hui auquel fait face la Chine et la crise de 2002-2003. Premièrement, le taux de croissance. Au printemps 2003, la croissance chinoise était tombée à 9,1%, ce qui restait très élevé avant de repartir très vite sur des taux à deux chiffres, alors qu'aujourd'hui, déjà avant la crise, on était dans un Mhm. ralentissement de la croissance qui est autour de 6% selon différents chiffres officiels. Deuxième différence majeure, le poids de la consommation dans l'économie chinoise. Si l'impact économique dépendra de la durée et de l'ampleur de la crise, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la consommation chinoise occupe un poids bien plus importante dans l'économie que lors de la crise du SRAS, Mhm. puisqu'elle compte pour 57% de la croissance du PIB. Et puis surtout, évidemment, le poids de la Chine dans l'économie mondiale, puisque aujourd'hui, puisqu'elle a plus que doublé depuis 2003, elle représente environ un cinquième du PIB, donc contre près de 9%, 8,7% exactement en 2003. Donc ces trois différences majeures nous rappellent que certes, il y a l'ombre du SRAS qui plane au-dessus de la tête des dirigeants chinois, mais il y a aussi un contexte très différent qui rend l'économie chinoise très influente, en tout cas qui rend un nombre d'économies mondiales dépendante de l'économie chinoise. Mais si on revient à la gestion de la crise, en effet, on a un rôle du parti très important en Chine, par exemple, pour vous donner un exemple peut-être anecdotique, Guillaume, mais quand même qui est intéressant, lorsque l'hôtel temporaire a été construit à Wuhan, l'hôpital pour faire face à la crise, une branche du parti a été créée à cette occasion dans cet hôpital. C'est-à-dire que même en situation Ah oui, d'urgence, le parti, vous voyez, d'accord. est omniprésent et il est préexistant. Aujourd'hui également, une campagne de recrutement vient d'être lancée en pleine crise du coronavirus, une campagne pour recruter de nouveaux membres du parti au sein du personnel médical. Donc le parti demeure omniprésent à différents échelons de la société, y compris dans les hôpitaux en Chine. Donc on voit bien en tout cas comment cette crise, elle révèle à la fois l'importance directe, indirecte de la Chine. Sébastien Jean, vous vouliez réagir? Oui, la capacité d'un tissu politique et d'ailleurs et économique comme ça à cicatriser par rapport et à réagir, à encaisser une crise comme celle-là, effectivement, dépend de son dynamisme. Et de ce point de vue-là, on est dans une situation aujourd'hui très différente de celle qui prévalait au début des années 2000, avec un taux de croissance moins élevé, avec aussi un niveau d'endettement initial beaucoup plus fort qui rend difficile de réagir. La dimension politique, effectivement, elle est très intéressante aussi parce qu'on voit finalement les autorités chinoises un peu victimes des attentes qu'elles ont elles-mêmes créées en décrétant, d'une certaine façon, leur contrôle de plus en plus total de la société et de l'économie en Chine. Donc, de ce fait-là, elles sont redevables de la façon dont Mhm. elles gèrent cette épidémie. Et donc, il y a à la fois une difficulté à bien coordonner la réponse et puis, effectivement, une réaction, du coup, quand c'est identifié comme un problème véritablement politique qui est extrêmement forte. Alors, on évoquait, Alice Ekman, la fragilité de certaines entreprises chinoises, les PME notamment. Celles-ci n'auraient pas de trésorerie suffisante, disait Sébastien Jean, pour voir venir durant 1 mois, 2 mois pour certaines d'entre elles. Est-ce que le gouvernement chinois est à même d'agir? Est-ce qu'il veut agir pour prévenir les conséquences en chaîne que cette épidémie de coronavirus pourrait avoir? Oui, il veut agir et il veut même être au centre de cette réaction et fort est à prévoir un renforcement du rôle de l'État dans l'économie dans les prochains mois. Même si l'État n'a pas les mêmes moyens qu'au lendemain de la crise économique et financière de 2008-2009, mais c'est bien, comme c'est d'ailleurs le cas dans de nombreuses situations similaires, l'État qui fait face à la crise va soutenir les PME. Il appelle déjà à prêter à des taux préférentiels. Alors, est-ce que ça va suffire? On ne sait pas, mais probablement les secteurs les plus touchés seront soutenus massivement par l'État, comme l'État l'a toujours fait lors des crises passées. Donc, l'hypothèse qui amenait
dire il y a quelques années que la Chine progressivement s'ouvrait, se libéralisait tout d'abord est fausse, parce que depuis Xi Jinping, on a un renforcement de l'État, mais aussi du parti dans l'économie, puisque les cellules du parti sont créées en nombre croissant dans les entreprises privées, pas uniquement dans les entreprises publiques. Mais ces crises vont consolider cette tendance, en fait. Je ne pense pas qu'il y aura un tournant avec la crise du coronavirus, avec de nouvelles réformes économiques. Au contraire, on va avoir un renforcement de l'État dans l'économie, tendance qui était préexistante avant la crise. Pour l'heure, ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme, l'industriel fait face à trois difficultés majeures. L'absence du personnel, puisque certains ouvriers sont restés bloqués dans leur province d'origine, puisqu'ils avaient, visité pendant la période du Nouvel An. Ensuite, l'administration chinoise qui exige de multiples papiers avant d'accorder son feu vert à la reprise du travail dans certaines usines. Donc, on peut dire la paperasse et la bureaucratie reste aussi une limite, pas uniquement pour l'entreprise chinoise, mais aussi pour les entreprises étrangères qui exercent sur le marché chinois depuis un grand nombre d'années. Et puis, il reste les problèmes logistiques qu'on avait évoqués avec Sébastien, compte tenu de l'interdépendance de la chaîne d'approvisionnement. Mais bon, malgré cela, d'un point de vue structurel et d'un point de vue aussi des réformes économiques, on peut vraiment envisager encore une fois un renforcement du rôle de l'État et du parti dans l'économie. Mais aussi, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que cette crise a émergé dans un contexte de tension commerciale sino-américaine très forte. Et alors donc justement, oui. quelles conséquences cela pourrait-il avoir, Alice Ekman? Qu'est-ce que l'on peut imaginer puisqu'il y a un bras de fer entre les États-Unis et la Chine? Moi, je vois bien des conséquences à double sens. Déjà, avant la crise, on observait un réajustement des chaînes d'approvisionnement dans le contexte d'augmentation des droits de douane. Donc, c'était un réajustement qui était préexistant et accéléré, et qui est aujourd'hui accéléré avec la crise du coronavirus. Mais surtout, deuxième conséquence, l'accord dit de phase 1 est difficilement applicable dans les conditions actuelles. C'est-à-dire que le coronavirus menace la première phase de l'accord entre les États-Unis et la Chine, puisqu'il retarde sa mise en application. Concrètement, il pourrait causer une baisse des achats de produits agricoles américains par la Chine, et c'était ces achats qui étaient prévus au titre de la phase 1 de l'accord commercial conclu le 15 janvier dernier entre Pékin et Washington. Donc même si on pouvait observer des avancées limitées dans les négociations sino-américaines, même ces avancées ne peuvent pas être mises en application aujourd'hui dans un contexte de crise. Autre report de négociations internationales, la négociation pour un traité dit d'investissement entre la Chine et l'Union européenne, qui était en cours de négociation, qui est fortement ralentie, négociations qui sont fortement ralenties et retardées, puisque faute de pouvoir se rencontrer, les négociateurs européens et chinois qui discutent de cet accord, donc elles n'ont pas avancé. Et il est même probable aussi que les visites entre dirigeants de l'Union européenne et de la Chine soient reportées, celles qui étaient prévues fin mars. Tout ça pour vous dire que finalement, l'état des tensions et des négociations préexistantes avant la crise, ces tensions sont toujours fortes. Non seulement elles sont fortes, mais elles sont presque alimentées par la crise du coronavirus. En tout cas, la rivalité Chine-États-Unis demeure structurante, parce qu'à la fois on note une rivalité commerciale, mais aussi des rivalités technologiques, et les technologies sont touchées dans la crise du coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Jean? Oui, je pense que les conséquences de cette crise pour les relations internationales, économiques et politiques, je pense, vont se combiner en effet avec ce contexte marqué par la rivalité géopolitique et par la guerre commerciale. Contexte qui, il faut le rappeler, a été créé notamment, entre autres choses, par une crainte de beaucoup de décideurs aux États-Unis d'être trop dépendants de la Chine. Donc on rejoint un peu les préoccupations qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ce qui se passe, est-ce qu'on est dépendant de la Chine et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça, ce qui peut changer le regard que portent à la fois les décideurs publics et les entreprises elles-mêmes. Et donc finalement, depuis quelques années, et depuis ces tensions, les entreprises, je pense, ont repondéré, ont repris en considération plus fortement le risque géopolitique qu'elles ont vu se matérialiser par ces sanctions commerciales. Et donc là, elles ont vu que même pour leur stratégie économique, disons, il fallait qu'elles prennent en compte cette dimension nationale.
le virus, là, l'épidémie, ne fait que renforcer cette prise de conscience. Et donc, je pense que tout ça se combine pour avoir un effet durable, inciter à percevoir le risque d'une façon différente et probablement inciter à infléchir. Ce n'est pas un changement radical, évidemment, hein, mais une repondération, une prise en compte différente du risque, inciter à une plus grande diversification, y compris au niveau géographique international dans l'organisation des chaînes de production notamment. Il y a un débat dans la presse, Alice Ekman, pour savoir si un régime totalitaire s'en sort plus ou moins bien face à une épidémie. Alors aujourd'hui, Isabelle Lasserre dans le Figaro dit par exemple que cela révèle les faiblesses d'un pouvoir totalitaire, en l'occurrence pour le pouvoir chinois. Qu'en pensez-vous? Que font les officiels chinois? On voit donc maintenant cette épidémie qui est largement diffusée à la surface de la planète. S'il était possible de faire un bilan d'étape de ce qui a été fait en Chine, on voit qu'il y a une méthode très autoritaire qui est utilisée pour faire en sorte que les Chinois observent les consignes dans les différentes villes où ils sont consignés, où leurs déplacements sont limités. Oui, le débat que vous mentionnez est lui-même alimenté par la stratégie de communication nationale et internationale chinoise. C'est-à-dire que la presse chinoise, mais aussi les dirigeants, soulignent l'efficacité du modèle dit chinois, même s'ils n'emploient pas ce mot. Par exemple, le 23 février, lors d'une grande visioconférence que le Parti communiste a organisée face à 170 000 officiels et cadres du parti, Xi Jinping avait indiqué que le récent déclin des infections avait une fois encore démontré, je cite, les avantages notables du Parti communiste et du système du socialisme à la chinoise. D'accord, Donc c'est au pour moins vous il ne dire, doute pas. oui. Du tout, il ne doute pas du tout. C'est pour vous dire que la crise est spinée, est utilisée sous une approche de communication pour glorifier les avantages du système politique chinois. Alors pas forcément à destination, cette glorification n'est pas forcément destinée à convaincre l'Europe ou les États-Unis, qui sont déjà sceptiques sur le développement de technologies de surveillance en Chine, par exemple, ou du processus de décision politique et économique, mais plutôt des pays en développement, en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui sont déjà formés par des cadres du parti dans une certaine mesure, dont les cadres locaux sont déjà formés pour apprendre de la Chine. Donc la Chine souhaite réellement se positionner comme référence pour le monde en termes de gouvernance économique, politique, sociale, et la crise du coronavirus, la gestion n'est qu'un des exemples qu'elle souhaite utiliser au maximum. Alors est-ce que cette communication prendra? Encore une fois, je pense très probablement pas en Europe, qui n'est pas la première destinataire, mais dans d'autres pays, il ne faut pas sous-estimer, on va dire, la capacité de séduction qu'a la Chine face à certains pays. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, oui, vraiment dans une communication entre un modèle de gouvernance qui existait déjà auparavant, mais qui est aujourd'hui visible sur cette crise comme elle sera sur d'autres. Oui, mais il y a toujours eu également en Chine, en tout cas depuis quelques années, une sensibilité très forte aux questions environnementales. Et on voit que ce sont des choses que le pouvoir chinois redoute. Est-ce que là, avec les mesures très fortes qui ont été prises contre le coronavirus, Alice Ekman, il n'y a pas justement une volonté du gouvernement chinois de ne pas se montrer faible ou insuffisant face à ce virus ? Oui, il y a une volonté de se montrer particulièrement fort, particulièrement efficace. Là, c'est selon la perception du parti. Bien sûr, il y a une approche aussi, parce qu'il y avait aussi une réaction massive suite aussi au cas du docteur Li Wenliang, et avec aussi des réactions et un risque aussi de critique Ce interne. docteur qui Face, n'avait pas oui, été entendu, il faut rappeler qui oui, il est, qui n'est Alice pas Ekman. entendu, puis ensuite qui est décédé de la maladie du virus. Et qui est Euh, devenu une et, sorte de héros sur les réseaux sociaux et qui en avait Chine. suscité un certain nombre de commentaires en ligne. Donc il y a ce risque de contestation d'une mauvaise gestion en interne, et donc d'autant plus aussi le développement d'une stratégie de communication, pas uniquement internationale, mais aussi nationale. Mais ce qui est sûr, et vous avez raison, les questions climatiques aussi sont au centre de l'agenda chinois, c'est-à-dire que les questions sur la mondialisation sont posées en Chine. La mondialisation est questionnée en Chine, sauf qu'elle est questionnée différemment. Déjà auparavant, la Chine proposait une nouvelle forme de mondialisation sous
projet dit des nouvelles routes de la soie. C'est-à-dire que, certes, le monde est interdépendant, mais il faudrait qu'il le soit davantage selon des normes, des standards, des infrastructures logistiques, chinoises. D'où les investissements dans des centres logistiques, dans des ports, dans les aéroports. Donc on a, aussi une proposition de mondialisation, on va dire chinoise aujourd'hui, qui, à mon avis, qui va être affaiblie par la crise actuelle, mais qui ne va pas, disparaître, après la crise. Parce qu'on a à la fois donc cette compétition entre modèles de gouvernance, mais aussi cette compétition entre chaînes d'approvisionnement et entre, réseaux, logistiques. Mais il y a un réel questionnement de la mondialisation à plusieurs niveaux. Il y a un questionnement qui est aussi politique et idéologique, en fait, avec aussi, une approche plus ou moins libérale de la mondialisation. Mais je me demande si avec le coronavirus, nous ne sommes pas, arrivés à l'apogée d'un questionnement qui était déjà latent sur Mmh. le degré d'intégration ou de séparation du monde. Questionnement qui est présent en Chine, mais qui est aussi surtout, maintenant, qui se développe à l'extérieur de Chine, puisqu'un grand nombre d'entreprises d'État se rendent compte de leur très forte dépendance à l'économie chinoise, dépendance économique, mais aussi finalement dépendance, politique et géostratégique dans un contexte de tensions renforcées entre la Chine et les États-Unis. Et oui, Sébastien Jean, est-ce qu'on ne va pas aller cette fois-ci plus en avant dans la démondialisation? Est-ce que révèle l'épidémie du coronavirus, ce n'est pas une intégration trop importante de nos économies avec des fragilités? Euh, des fragilités, certainement. Je ne suis pas sûr que ce soit un signe de démondialisation. Je pense en tout cas que ça peut vraiment avoir un effet structurant sur la forme que prend la mondialisation et modifier cette forme. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, en poussant à des stratégies qui seraient plus diversifiées et éventuellement plus régionales, et en entretenant aussi une vision différente des arbitrages entre les coûts et les bénéfices de cette mondialisation. La Chine, en effet, a une proposition ou une approche différente des questions de mondialisation Mhm. par rapport aux États-Unis. Et finalement, en développant et en poussant un peu ces projets à ce niveau-là, elle assume son rôle de puissance, de superpuissance mondiale aussi, euh, qui correspond à son importance économique. Euh, c'est, je pense effectivement potentiellement une crise qui va structurer une vision différente euh, de ces relations, et des bénéfices qu'on en tire et de l'exposition au risque qui en découle. Tout autre chose encore que Alice Ekman au sujet du système productif chinois. On a appris hier, selon le rapport d'un think tank australien, que 27 usines chinoises avaient fait travailler sous la contrainte des milliers de membres de la minorité musulmane, les Ouïghours. Et alors que là, ces Ouïghours travaillaient pour fabriquer des produits que l'on consomme tous les jours pour les marques Apple, Nike, Adidas, Bosch. Que sait-on sur le travail forcé des Ouïghours aujourd'hui? Moi-même, malheureusement, j'ai peu d'informations complémentaires et précises à apporter par rapport à ce travail qui a été fait par des chercheurs et des personnes mieux informées que moi sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est la question du Xinjiang et de la mobilisation des Ouïghours dans le contexte de crise est centrale et va continuer à se poser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais la question du Xinjiang se posait Mhm. déjà avant la crise. Et c'est aussi un sujet sur lequel le gouvernement chinois ne veut exprimer aucun doute ni aucune critique au Ça, niveau ça on l'imagine international. effectivement. Et c'est aussi un sujet de tension au niveau des Nations Unies, puisque quand un groupe de pays a pointé du doigt la politique chinoise dans la province, la Chine a réussi à rassembler un groupe encore plus important de pays pour soutenir sa position. Donc, pour vous
vous indiquer Mmh. deux choses. C'est on n'est pas on va dire, dans l'autocritique côté chinois, bien évidemment, mais aussi on est plutôt dans une approche de rassemblement d'un nombre croissant d'acteurs internationaux pour soutenir sa position. Et donc, ça relativise un peu l'approche qui vise à dire que la Chine est isolée sur le plan diplomatique et sur le plan multilatéral. Et je pense justement que sur le Xinjiang, comme sur d'autres sujets, nous allons avoir des positions de plus en plus dures et de plus en plus confrontationnelles entre pays. Mais oui, mais alors là aussi, on peut imaginer que les opinions occidentales, elles évoluent parce que lorsqu'on apprend que des produits de consommation courante sont fabriqués par des prisonniers qui sont détenus pour des raisons tout simplement religieuses, on voit donc les conditions abominables des Ouïghours, il y en aurait 80 000 qui seraient Mmh. utilisés comme travailleurs forcés pour produire différents objets, ça ne peut pas ne pas Oui. avoir de conséquences. Non, bien sûr, mais les perceptions occidentales ont déjà évolué au cours de l'année passée, avec un nombre de reportages de plus en plus précis et détaillés sur les camps dits de rééducation sur lesquels la Chine ne communiquait pas auparavant. Cette perception et ces études vont être de plus en plus précises et donc les connaissances et aussi les questionnements liés au Xinjiang vont se préciser et la perception, on va dire que le cas aujourd'hui du Xinjiang est beaucoup plus connu en France, en Europe, qu'auparavant. Donc bien sûr, la prise de conscience évolue, mais ce sujet, restera un point de confrontation. C'est pas parce que la prise de conscience évolue que la Chine va changer, d'approche, face au Xinjiang. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cas-là, mais bien sûr, oui, la prise de conscience va évoluer. Et oui, mais ça aussi, ça pourrait inciter Sébastien Jean à, sinon une relocalisation, en tout cas une sorte de plus grande vigilance apportée aux conditions dans lesquelles les produits que nous consommons sont aujourd'hui fabriqués en Chine. Oui, je crois qu'il y a d'autres exemples comme ça où l'interaction économique vient en premier parce que c'est elle dont on réalise les bénéfices en premier lieu et ça amène à une plus grande interdépendance, du coup à une plus grande sensibilisation à des problématiques extra-économiques, qu'elles soient d'ordre social ou politique ou environnemental, et ensuite à se poser la question de la façon dont ça doit être pris en compte comme exigence ou comme condition préalable, disons, au caractère souhaitable de ces relations économiques. L'affaire du Rana Plaza, donc l'effondrement de cet immeuble au Bangladesh dans l'industrie du textile qui avait fait plus de 1000 morts, avait été comme ça vraiment un événement qui avait vraiment changé le regard qu'on portait sur les chaînes d'approvisionnement dans le textile. Là, de la même façon, on a au fur et à mesure que cette interdépendance économique devient plus importante, un certain nombre d'aspects qui sont mis en lumière, qui sont discutés et le lien avec la sphère politique notamment est de plus en plus fort et ça je crois que ça ne va faire que se renforcer dans les années qui viennent. Alice Ekman, on dit que le nombre de nouveaux Pardon. cas de coronavirus... Vous vouliez ajouter quelque Oui, chose? oui, non, juste par rapport à ce que disait Sébastien, en effet, et par rapport à la situation au Xinjiang, elle a des conséquences aussi sur les tensions Chine-États-Unis, puisque les tensions technologiques prennent en partie en compte la situation au Xinjiang. Par exemple, un certain nombre d'entreprises dites de surveillance qui contribuent au système de surveillance au Xinjiang sont listées dans ce qu'on appelle la Entity List, la liste noire des entreprises chinoises qui sont considérées comme non fiables ou avec lesquelles les acteurs américains ne doivent plus travailler. Et il est probable que demain aussi, ces entreprises qui contribuent donc, au système de surveillance au Xinjiang ne soient plus les bienvenues en Europe. Donc on voit bien aussi le lien entre évolution de la situation politique en Chine et conséquences sur les tensions commerciales et aussi technologiques. Et oui, donc beaucoup de choses et de conséquences à prévoir de ce point de vue-là, et aussi peut-être une nouvelle façon d'envisager l'économie mondiale. Juste en conclusion, Alice Ekman, on dit que le nombre de cas nouveaux de coronavirus diminue. Et en Chine, on aurait atteint un pic épidémique. Quelle est la situation de l'opinion publique par rapport à l'épidémie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme de soulagement? Est-ce que la tension reste aussi vive qu'auparavant? Vous voulez dire l'opinion publique chinoise? Absolument.
Oui, alors, très difficile d'avoir un panorama précis, exhaustif de cette opinion. Une chose est certaine, c'est qu'il y a des différences de perception entre la province du Roubaix, qui reste, le centre et qui reste très touché, et le reste. Et c'est sûr que ce que l'on voit, par exemple à Shanghai ou dans d'autres zones, et puis une zone plutôt, est, c'est que oui, la tendance est plutôt à la reprise progressive, et dans ce cas-là aussi à un certain soulagement d'une part de la population, notamment la population active qui est ravie de reprendre le travail. Et donc, il n'y aurait pas nécessairement de choses qui pourraient évoluer très rapidement de ce point de vue-là. Sébastien Jean, juste en conclusion, on a vu donc que cette épidémie, pour le moment, avait des conséquences importantes sur l'économie mondiale. Il y a aujourd'hui une inconnue sur la solidité des différents systèmes économiques et les conséquences que cela pourrait avoir d'un point de vue secondaire. Effectivement, c'est une secousse violente. On le voit à l'impact aux secousses très brutales, aux baisses très brutales sur les marchés boursiers. Et donc, c'est une secousse violente sur l'économie mondiale. Est-ce qu'il va y avoir des ruptures d'approvisionnement? Est-ce que tous les acteurs économiques vont bien résister à ces changements de valorisation de prix? Voilà, c'est une source de fragilité, d'où toutes ces questions. Sébastien Jean du CEPI et Alice Ekman